Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Alors, le handicap a été défini par la loi pour l'égalité des droits et des chances comme une altération durable ou définitive de la santé. Alors, ça peut être mentale, physique, psychologique, cognitive ou sensorielle. Cette altération a des répercussions sur l'activité physique et sur l'intégration en société et sur la vie quotidienne. Le regard de la société sur les personnes handicapées évolue, même s'il reste encore trop souvent pesant et difficile à vivre pour elles. Le handicap met parfois mal à l'aise, il dérange. Pourtant, il fait partie de la vie et c'est à nous tous de faire en sorte que les personnes handicapées soient mieux intégrées dans la vie quotidienne. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Alors peut-être que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Valérie, je vis dans le sud de la France, je suis maman de 3 grands-enfants et il y a 15 ans, j'ai perdu ma jambe, donc ça fait 15 ans que je suis amputée maintenant, mais bon, j'ai une très très belle vie. D'accord. Alors peut-être que tu peux nous raconter un peu ce qui t'est arrivé, comment est-ce que tu en es arrivée à l'amputation ? Alors, il y a 15 ans, j'ai eu des brûlures et ces brûlures ont nécessité quelques opérations. J'ai eu plusieurs opérations et au cours d'une des opérations, j'ai attrapé un staphylocoque doré. D'accord. Donc effectivement, alors le staphylocoque doré, pour expliquer un petit peu, c'est une bactérie que l'on a naturellement sur la peau, mais qui peut pénétrer dans l'organisme par le biais de lésions cutanées, par exemple, et attaquer les tissus. D'où le risque qui est augmenté lorsqu'on vient de subir une intervention chirurgicale. Donc j'ai été bien sûr traitée aux antibiotiques, etc. Oui. J'ai eu beaucoup de greffes de peau, mais bon, il n'y a rien qui a fait. Le staphylo a attaqué l'os, donc le fémur, une partie du fémur, et l'amputation était la seule solution de toute façon, vu que j'allais de gangrène en gangrène en gangrène, donc il y avait pas d'autre solution. Et honnêtement, c'est moi qui a fait la démarche pour être amputée parce que au bout d'un moment, on m'a enlevé cette gangrène. Donc une nouvelle opération, une nouvelle anesthésie générale. Bon, on nettoyait, on faisait un nettoyage et puis ça revenait toujours et j'avais une jambe qui ressemblait à une branche d'un arbre, voilà, rien de plus. Et ça durait combien de temps cette période ? Alors tout ça a duré la mauvaise période. À peu près 9 mois. Ah oui, c'était long quand même. Voilà. Et ensuite, bon, au début, j'ai eu 2 mois où c'était pas le plus terrible de l'affaire. Donc, en tout, on va compter 11 mois, quoi. Voilà. Mais les 9 mois ont été vraiment très durs. J'ai été alitée tout le temps, que ce soit à l'hôpital. Enfin, je faisais des séjours hôpital-maison. C'était toujours alité. J'avais perdu 18 kilos. J'avais des douleurs. J'avais, voilà, des prises de médicaments, morphine, Rivotril, enfin vraiment des médicaments qui me shootaient, qui me rendaient malade même parce que j'avais des nausées, beaucoup d'antibiotiques, voilà. Donc ça a été ce quotidien qu'il a fallu que je sorte au plus vite, mais à un moment donné, je sentais que j'avais pas d'autre choix. Pas ça, mais je sentais que j'étais pas écoutée. Ah oui. Et que j'avais pas un retour positif. On me disait toujours mais ça va aller et puis bon, au début, on le croit, et puis après, au bout d'un moment, ça commence à être, on n'a plus confiance après, voilà. Et comment est-ce que tu as vécu, du coup, cette amputation ? Alors, du fait que j'avais une jambe qui ressemblait plus à une jambe, donc c'était vraiment un morceau de bois sec, ouvert, on va dire, parce que j'avais des plaies de partout qui ne se refermaient jamais. Donc du coup, l'amputation, en plus, bon, je l'ai quand même, j'en ai fait la demande. Ouais. Donc du coup, je l'ai, on va dire, assez bien vécu. Alors je dirais pas bien vécu parce que c'est quand même un acte qui est violent. Et puis il y a tous les problèmes qui vont avec. En plus, j'ai pas été amputée
sous anesthésie générale, je ne pouvais plus en avoir. J'avais perdu 18 kilos, on avait peur que je meure sur la table d'opération. Donc ça a été fait sous péridurale. Donc moi déjà j'avais une peur de la péridurale, toujours accoucher sans parce que j'avais très peur de ça. Et bon, là, j'ai pas eu le choix. J'étais en septicémie, donc au final, dès que j'ai été amputée, je me suis sentie revivre. Et puis je me suis dit, bon, maintenant, voilà, le plus gros est fait. Et maintenant, il faut reprendre une vie et avancer. J'avais 3 enfants aussi qui étaient jeunes, donc il fallait à tout prix que j'avance dans la vie et que je reprenne ma vie de maman auprès d'eux. Alors, on imagine bien que cela a vraiment changé ton quotidien. Comment est-ce que cela t'a impacté? Il a fallu que je me réadapte à tout, que je réapprenne. Je vais pas dire comme un enfant, comme un bébé, mais il y avait beaucoup de choses à réapprendre, surtout que moi je n'ai pas fait de rééducation. Alors j'en ai fait le choix parce que la première chose que je voulais faire, c'est rentrer chez moi. Ne plus voir de blouse blanche pour quelques semaines. C'était en plein mois de juillet, donc moi qui est une grande adepte de la mer et de la plage, et mes enfants aussi l'étaient à ce moment-là parce qu'ils étaient jeunes. Du coup, j'ai voulu passer ces vacances-là avec mes enfants, et ensuite, en septembre, j'avais dit je ferai ma rééducation, etc. Donc j'ai été lâchée par l'hôpital qui était d'accord de me lâcher sans rééducation. Je suis rentrée chez moi avec une paire de béquilles. J'avais un fauteuil quand même pour la maison, et puis il fallait que je me reconstruise. J'avais perdu 18 kilos, j'avais plus de force, plus de muscles, et j'ai repris, donc au bout d'une semaine, on va dire, j'ai repris ma vie normale. Donc aller à la plage avec mes enfants, aller dans l'eau, voilà. Donc moi j'ai pas fait de rééducation, mais je me suis un petit peu retapée toute seule en reprenant une alimentation un petit peu plus variée que ce que j'avais eu parce que je mangeais plus, voilà, faire un peu d'exercice, etc. Et puis petit à petit, je me suis tellement bien retapée qu'en fait j'ai pas fait ma rééducation pendant 10 ans. D'accord. Voilà. Mais c'est non plus la bonne solution non plus, voilà, parce que marcher avec des béquilles, c'est vrai que ça fait des autres problèmes, au niveau des épaules, voilà. Surtout que moi je marche sur tous les terrains et assez vite parce que je vis à 100 à l'heure. Mais en fait, voilà, je suis sortie de l'hôpital. Septembre, ça a été la rentrée scolaire. Il a fallu recouvrir les livres. Il y avait les réunions des parents. Ensuite, une fois ça fini, que je voulais faire la rééducation, j'ai eu les vacances de la Toussaint. Après, il y a la Noël. Et puis voilà, 10 ans ont passé comme ça, voilà, sans trop me rendre compte. Et du coup, j'ai tout appris par moi-même, en fait. Voilà. J'ai tout appris, je me suis acceptée parce que c'est sûr que une fois qu'on se voit dans un miroir, alors déjà moi j'avais cette perte de poids de 18 kilos, j'étais un vrai squelette. Je veux pas dire, mais je crois que ça a été pour moi le plus dur de voir le matin quand je me regardais dans un miroir, de me voir les côtes et les hanches qui sortaient de mon corps. Je crois que ça a été la chose la plus dure. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est anorexique et je m'identifiais à cette personne et ça m'a vraiment, je voulais plus me voir comme ça. Et du coup, à cause de ça, je crois que le manque de ma jambe était plus minime. Aussi parce que je savais qu'avec cette jambe, j'étais en train de mourir aussi. Donc peut-être un peu tout ça. Alors le deuil de la jambe, je pense que je l'ai fait un petit peu différemment qu'une personne qui a un accident de voiture se réveille, se retrouve sans un membre. Voilà. Oui, parce que effectivement, avant tu avais eu 9 mois de souffrance. Voilà, voilà. Il y a eu la souffrance. Je dis pas qu'après l'amputation, il n'y a pas de souffrance. Physique, parce qu'il y a quand même des douleurs et moi j'ai été sevrée tellement vite par erreur en fait, que j'expliquerai si j'ai un petit moment, que du coup il y a quand même les douleurs physiques qui sont là, mais j'avais plus ce danger que j'allais mourir. Voilà, je gardais ma jambe, j'étais en septicémie et j'avais quelques jours à vivre. Alors en parlant de douleur, on parle souvent de douleurs fantômes. Tu en as eu toi aussi? Oui. Alors moi j'en ai eu. Alors au début,
Bon, au début, on a les douleurs de l'amputation, donc voilà. Et ensuite, j'ai pas eu de douleurs fantômes, j'ai eu des sensations, je sais pas si c'est le bon terme, où de temps en temps, j'avais le pied qui grattait, j'avais des petits pincements, voilà. Mais c'était pas des douleurs, c'était très désagréable parce que je pouvais pas me gratter. Donc, il faut imaginer que quand ça gratte, tout le monde se gratte et ça passe. Et là, ça pouvait gratter pendant de longues minutes et ça continuait et je pouvais rien faire. Donc, c'était plus énervant qu'autre chose. Et après, j'ai eu des douleurs, mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. Je me suis rendu compte plutôt que ça venait à certains moments dans ma vie où j'avais beaucoup de fatigue ou que j'étais stressée ou voilà. Donc, je sais que si je vis... pas une heure de stress, mais si je vis 3 jours de stress, je sais que ce qui va m'arriver, voilà. Et là, c'est des fortes douleurs qui, en principe, avec des médicaments, me passent assez vite, on va dire. À part que c'est des médicaments qui me donnent envie de dormir et parfois je sais plus trop qui je suis et où je suis. Donc, j'essaye de les prendre le soir une fois que je suis chez moi, tranquille. Allongée sur mon canapé et le lendemain matin, ça va mieux. Alors, il m'arrive parfois que les douleurs commencent le matin et que je ne peux rien prendre jusqu'au soir parce que je suis dans la vie active et voilà. Alors là, bien sûr, les douleurs le soir sont plus importantes. Sont plus importantes et des fois plus difficiles à passer. Alors, quels sont les grands défis que tu as rencontrés et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter ? Alors, le regard de mes enfants, je dirais que il y en a pas eu. Il y en a pas eu. Bon après, peut-être que eux pourraient mieux répondre à cette question aussi parce que je ne sais pas trop. Bon, ils étaient jeunes. C'est moi qui leur a expliqué ce qui allait se passer, l'amputation, etc. Il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de questions, ils m'ont écouté, ils étaient contents de savoir que une solution avait été trouvée. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas eu de soucis ou de défis. Je dis pas qu'ils n'ont pas remarqué, donc qu'il me manquait un morceau quand même. Mais je pense qu'ils se sont pas étalés là-dessus parce que j'ai repris une vie normale, ma vie normale, très vite. Donc je pense qu'il y a pas eu de souci. Après le défi le regard des gens, oui, ça c'est toujours un problème. Je crois que ça sera pour encore très très longtemps. Ça commence à changer, mais ça va très doucement. Alors moi j'ai constaté que au début, quelquefois, j'étais sortie en fauteuil roulant. Du moment que j'étais assise sur un fauteuil roulant, il n'y avait pas ce regard. Je passais un petit peu comme tout le monde, parce que je pense que peut-être les personnes qui sont en fauteuil, ça fait longtemps qu'on voit des fauteuils et de nos jours peut-être, ils ont dû avoir leurs difficultés à un autre moment, mais de nos jours, j'ai l'impression que ça passe un peu mieux. Côté regard. Pas côté facilité dans les rues, etc. Mais côté regard. Par contre, debout, c'est vrai que là, on remarque qu'il manque quelque chose. Bon, moi, c'est une jambe. Peut-être ça avait été un bras, ça serait remarqué debout et assise. Mais une jambe debout, surtout que moi, je vis dans le sud, je mets des shorts 6 à 8 mois de l'année, que ça saute aux yeux et c'est normal. Et là, c'est plus compliqué parce que j'ai eu des regards de personnes qui avaient l'air choquées. J'ai eu des regards de gens qui avaient l'air qui me comprenaient en fait, qui savaient qu'il m'était arrivé quelque chose, mais bon, ils acceptaient en fait de me voir comme ça. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont quand même choqués, qui n'acceptent pas, qui m'ont couru après au début, des personnes qui m'ont couru après pour me dire mais enfin achetez-vous une jambe. Oui, donc c'est pas des regards bienveillants. Non, c'est pas bienveillant. Ça dérange, ça fait peur aussi parce que c'est un handicap finalement qui fait peur. Ce qu'on voit pas, bon, ça va, ça passe, mais ça fait peur.
Voilà, donc il y a eu un petit peu toutes sortes de regards et puis les commentaires. Alors, les commentaires sont jamais bienveillants. J'ai eu des commentaires qui m'ont été dits à moi directement, et j'ai eu des commentaires qui ont été passés que je les ai entendus. Voilà, les gens qui passaient entre eux, qui parlaient, voilà, du type moi je me serais suicidée, ou si j'étais avec mon mari, mais qu'est-ce qu'il faut avec elle, il aurait pu trouver mieux, voilà. Alors les gens ou des personnes, quand ils me disent achetez-vous une jambe, il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent en premier, de dire bon, la personne peut-être qu'elle vient à peine d'être amputée. Il y a tout un parcours après derrière à faire avant d'arriver à une prothèse, avant d'arriver et puis il y a des gens qui ne supportent pas, il y a des gens voilà, il y a un tas de choses autour, et les gens, c'est vrai que comme nous parfois on parle sans réfléchir, c'est vrai. Mais bon, il y a des trucs je pense que si on parlait plus de l'handicap et qu'on voyait plus toutes sortes d'handicaps dans les médias, etc. Je pense que les gens seraient déjà un petit peu mieux informés, et je pense qu'il y en a qui réfléchiraient avant de s'aventurer, de passer un commentaire comme ça, que ce soit un handicap, peu importe lequel. Alors, je sais que tu as une vie à 100 à l'heure. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, lorsque je me suis, au début, comme j'avais pas de prothèse, et puis la prothèse, j'avais l'intention de l'avoir à un moment donné. Je me suis quand même lancé des petits, c'était pas vraiment me lancer des défis, mais juste reprendre une vie. Du coup, comme je marchais pas mal avant, que ce soit en forêt, etc., avec les enfants, je suis partie faire des petites randonnées avec mes béquilles. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Bon, c'était les calanques de Cassis. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un peu accidenté. C'est dans des grosses pierres, ça monte, ça descend. Enfin, voilà. Et puis, quand j'ai vu que j'ai pu faire ça, je me suis dit je vais me tester, voir quoi d'autre et on peut faire sur une jambe avec des béquilles. Voilà. Et du coup, je me suis lancée à faire d'autres choses, aller un peu plus loin, un peu plus haut, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et je jouais aussi en tennis fauteuil. Voilà, ça a été le premier sport que j'ai fait. Alors j'avais déjà joué au tennis quand j'étais enfant et adolescente. Et après, j'avais joué pas mal au squash aussi. Donc, les sports de raquettes, j'aimais bien. Ouais. Et du coup, je me suis dit, avant d'apprendre un nouveau sport, peut-être que je peux faire du tennis fauteuil. Et dans ces cas, j'ai que vraiment le fauteuil à gérer. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal, oui, parce que c'est physique. On est assis, mais c'est physique. Et du coup, je me suis lancée dans ça, et on joue entre 6 et 8 heures, 4 et 6 heures par semaine. Voilà, on fait ça 2 à 3 fois par semaine, on joue 2 heures à chaque fois. Je joue contre un monsieur qui est paraplégique. Je joue avec lui depuis le début. J'ai pratiquement que joué avec lui. Et là, depuis que j'ai ma prothèse, par contre, j'ai commencé à faire un peu de tennis debout avec une prothèse. Donc, c'est compliqué, mais bon, c'est ludique. Après, j'irai pas faire des matchs, etc. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même. J'ai retrouvé mon tennis d'avant, et c'est très agréable. Et par la suite, tu t'es lancé d'autres défis sportifs ? Alors, pour en arriver à l'obtention de la prothèse, en fait, pendant ces 10 ans, ça m'a pas manqué finalement. J'avais mes douleurs liées aux béquilles, ce qui est normal. J'avais de l'âge en moins aussi, donc on était quand même, j'étais un petit peu plus jeune. Un jour sur Facebook, je vois une course de paddle, du stand-up paddle, qui se déroule aux Pays-Bas, et cette course, c'est dans tous les petits villages historiques, et elle se déroule sur 5 jours, et en tout il y a 220 km de paddle sur les canaux. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je vais aller faire ça. Je veux faire ça. Alors, tu avais déjà fait du paddle ? Non, pas encore. Tu vois la course, tu dis, je vais y aller. Voilà. Alors, en fait, je voulais faire de la planche à voile. Et puis, un ami m'a dit, ça va pas être possible. Mais peut-être commence par du paddle.
Moi, le paddle, je regardais les gens en faire, ça m'intéressait pas beaucoup. La planche à voile, oui, mais le paddle, pas du tout. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, mais bon, c'est resté aux oubliettes. Et quand j'ai vu cette course, j'ai dit, ça m'intéresse par contre. J'ai dit, c'est pas grave, je vais me mettre au paddle. Donc, j'avais un petit peu regardé, lu un peu plus sur cette course. C'est vrai que les images étaient magnifiques et ça m'a vraiment donné envie. Donc, je me suis mis au paddle. Mais au début, sans prothèse, en attendant de prendre rendez-vous avec un prothésiste, etc., de me renseigner un peu sur les prothèses aussi, parce que je connaissais mais rien de chez rien. Et du coup, j'ai commencé le paddle. Alors, cet ami en question me tenait la planche. J'avais trouvé le moyen de me mettre debout sur la planche, avec l'aide aussi de la pagaie. Mais après, le problème, c'est que je pouvais que pagayer du côté droit. Et comme il me manque la jambe gauche, j'avais pas d'appui de ce côté pour pagayer gauche. Donc ça, c'était compliqué. Alors, j'allais que je pagayais un petit peu que d'un côté. Et puis, il fallait rester aussi en équilibre sur une jambe qui était hyper compliquée parce que même si l'eau, on dirait qu'elle ne bouge pas, elle bouge toujours. Alors, c'est vrai qu'au début, je me laissais vraiment juste porter debout, moi debout sur ma planche et porter par la mer. Et après, je m'asseyais, je pagayais pour revenir au bord. Et puis ça m'a vite découragée. Donc j'ai dit il faut vite trouver une prothèse. Et là j'ai trouvé un prothésiste en fait qui était pas très loin de chez moi, je crois 3 kilomètres de chez moi. Donc c'était super. J'ai pris rendez-vous et je crois que pendant au moins 3 jours avant, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit je peux pas débarquer chez un prothésiste, lui dire que pendant 10 ans, j'ai fait ma vie sans prothèse. Et que là, il me faut une prothèse, non pour marcher, mais pour faire du paddle, pour aller faire en fait une course de 220 km quand même. C'est pas rien. Et là, je me suis dit, là, il va me prendre pour une folle. Et puis, le jour du rendez-vous, j'étais vraiment à 2 doigts de téléphoner et puis d'annuler. Et puis, je me suis dit non, parce que cette course, je veux vraiment la faire. Donc, j'y suis allée. Et il m'a reçu, il m'a rien dit, il m'a pas dit, vous vous rendez pas compte, faire une course de paddle, vous savez même pas marcher, vous savez pas à quoi ressemble une prothèse, etc. Donc non, il m'a bien renseigné, on a fait le moulage, etc. J'ai eu ma prothèse pour aller faire du paddle, donc voilà. Et alors ça, c'était au mois de juillet 2015, et j'avais ma compète de paddle donc en septembre 2015. Ah oui, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour se pas du tout. Alors j'avais pas de planche aussi. Voilà, j'avais pas de planche, on me prêtait toujours des planches, c'était jamais la même, c'était là aussi, il faut quand même c'était un peu compliqué quand on a 2 jambes, on me dit que c'est pas hyper simple. Et là c'était un peu plus compliqué que ça. Et puis finalement j'ai eu une société qui se trouve dans le sud-ouest qui a bien voulu me sponsoriser avec une planche, donc planche pagaie. Donc ça a été super. La planche j'ai reçue 2 semaines avant de partir. Mais en attendant, on me prêtait toujours des planches. Et puis voilà, donc je me voilà partie aux Pays-Bas, très confiante que ça allait très bien se passer, même un peu trop, puisque je n'ai pas réussi à faire les 220 km. Alors il faut savoir que c'était sur 5 jours, donc ça faisait un marathon par jour. Et moi j'ai fait ça pendant 4 jours et j'avais des douleurs impensables de partout. De partout, il n'y avait pas un endroit où j'avais pas mal. J'avais des grosses ampoules sur le moignon. Je pouvais mettre les doigts dedans, c'était énorme. Je faisais une partie debout, une grosse partie assise, donc je me suis tué le dos parce qu'assise sur un paddle, c'est pas fait pour. Il y a rien pour se mettre contre, enfin voilà. Il y avait c'était tempête tous les jours. C'était des vagues il y avait des vagues, il faisait froid, il faisait chaud, il y avait des éclairs, on a tout, de la grêle en fait. Tout. J'étais inquiète parce que quand il y avait les orages, on pouvait pas sortir de l'eau. Alors j'étais sur l'eau avec dans les mains une pagaie en carbone, sur une planche en carbone. Mon moignon était dans une emboîture en carbone. Je me suis dit non mais là c'est super, je vais mourir électrocutée. Et puis en fait ça a été une très belle aventure.
je suis sortie de là, mais épuisée. Oui. Et moralement, physiquement, et puis aussi jusqu'en décembre, donc de septembre en décembre, j'étais malade de ne pas avoir terminé cette course. Vraiment malade. J'étais déçue. Alors, je suis arrivée à la fin parce que c'était le 3e jour que je n'ai rien pu faire. Donc, j'ai fait les 2 premiers, les 2 derniers. Mais j'étais malade de pas avoir réussi. Et donc, septembre d'après, 2016, je suis repartie, j'ai tout fait. Et là, j'espère la refaire, je sais pas, j'espère l'année prochaine. Je vise l'année prochaine pour la refaire parce que c'était vraiment une très belle course. Voilà, j'étais la première personne en situation de handicap. D'accord. Voilà, ça a été un petit peu compliqué. Mais les Hollandais, ils sont super pour ça et il n'y a pas de question de regard, d'être différent. Ils prennent tout le monde et c'était vraiment très, très, très beau. Et donc, du coup, après le paddle, est-ce que tu t'es mis à la planche à voile? Alors oui, je me suis mis à la planche à voile. Du coup, il a été décidé que c'était possible. C'était faisable. Voilà, c'était faisable. Et ça, j'adore. J'aime beaucoup plus que le paddle. Donc du coup, puisque c'était ça que je voulais faire au début. Voilà, donc je fais de la planche à voile. Alors pas quand il y a du grand vent, mais voilà, assez pour pouvoir un petit peu naviguer. Ça, j'aime beaucoup. Et puis je fais un petit peu de flyboard aussi. Ça, c'est l'invention de Zapata, qui est vraiment super. Je me régale. Et puis des courses d'escalier. D'accord. Voilà. Encore un défi. Alors ça, j'adore les courses d'escalier. J'aime pas les escaliers, mais j'adore les courses d'escalier. En plus, il y a toujours la bonne cause derrière. Et ça, ça me tient à cœur. La première que j'ai fait, c'était 25 étages sur Marseille. Et arrivé en haut, j'ai dit on n'est pas fatigué, on va redescendre et les remonter. Ah oui. Par contre, ça, c'est sans prothèse. Alors ça, je monte les escaliers 2 par 2 avec mes béquilles. Et je suis obligée, je dis que je les monte 2 par 2 parce qu'en fait, si je les monte 1 par 1, j'ai vite le tournis. Je peux monter un étage 1 par 1 sans problème, mais après j'évite le tournis, après c'est plus possible de continuer. D'accord. Donc je les monte 2 par 2. Alors donc ça a été cette première tour qui m'a donné, j'ai adoré faire ça. Sur ça, vu que je l'ai monté 2 fois, ça m'a fait 50 étages. Je me suis dit allez, on va aller à la tour de Montparnasse où il y en a 60. J'ai donc fait la tour de Montparnasse il y a 2 ans. La première fois, c'était pour les enfants atteints du cancer avec la fondation Gustave Roussy. Et l'année suivante, je me suis inscrite à la verticale de la Tour Eiffel. Oui, donc c'est pas une petite course. Alors ça, c'était 1665 étages, pas étages, pardon, marche. Donc là, déjà, la Tour de Montparnasse, il y en avait 1000. D'accord. Et là, 1665. Et du coup, la même année que la Tour Eiffel, donc l'année dernière, la Tour Eiffel, mars dernier, je me suis dit comment aller au-delà des 1665 marches. Et je me suis dit, c'est tout simple. Je vais faire la Tour de Montparnasse 2 fois. Donc en septembre l'année dernière, j'ai monté la Tour de Montparnasse 2 fois. Et pour la 2e fois, parce que je récolte toujours, j'achète mon dossard comme tout le monde. Puis après, j'ouvre une cagnotte pour récolter des fonds. Et là, j'ai dit, dans ma cagnotte, si je récolte 1000 € de plus, je la remonte une 2e fois. Donc c'était 1 € par marche. Et j'ai récolté 1030 €, je crois que c'était à la fin. Donc je l'ai monté 2 fois. Et j'avais fait aussi la Tour First à la Défense. Là, malheureusement, cette année, voilà. Mes 3 tours, Tour Eiffel, Tour First et Tour de Montparnasse. J'espère l'année prochaine. Oui, chapeau en tout cas. Merci. Parce que c'est quand même des beaux exploits. Déjà. J'ai horreur des escaliers. Je vis au 8e et j'ai horreur quand l'ascenseur est en panne. C'est l'horreur, les escaliers, voilà. Mais dans un défi, c'est autre chose. Il y a le défi et il y a surtout la bonne cause derrière, voilà. Et pour ça, je veux continuer et je me régale, voilà. Quels sont tes projets aujourd'hui? Alors mes projets aujourd'hui sont de continuer ce que je fais, mes courses d'escalier, je fais les no finish line aussi, que ça je l'ai fait à Nice, Monaco et Paris. Donc voilà, de continuer de faire ça pour la bonne cause, pour moi, pour aller un petit peu plus loin chaque fois, voilà, à la no finish line, faire quelques kilomètres de plus chaque fois.
Et les escaliers, essayer d'aller un peu plus haut. J'aimerais aussi, les escaliers ici, les courses, c'est pour la bonne cause. J'aimerais en faire ailleurs aussi. Je sais qu'il y a une course à Londres. Je sais pas s'il y a une bonne cause derrière, mais en fait, voilà, un petit peu aussi juste pour m'amuser, aller un petit peu ailleurs. Après, on me demande des fois d'intervenir aussi, donc voilà, je continue. Voilà, quand on me demande, comme ici, voilà, pour cette interview, pour autre chose. Voilà, ça c'est important. Et puis voilà, juste continuer tant que je peux, le plus loin possible et on va dire le plus haut possible aussi. D'accord, c'est super. En tout cas, je vois que tu es une grande sportive. En faire rougir plus d'un. Alors, je gagne pas de médaille. Je pense que c'est ça aussi qui est important pour les personnes justement qui ont un handicap. On leur montre toujours les sportifs qui vont aux Jeux Olympiques et c'est très bien et j'ai rien contre ça, au contraire. Mais j'ai beaucoup de personnes qui ont eu un handicap qui m'ont dit on a été déçus de revenir à la vie normale après notre rééducation, etc. Parce que on nous a montré des images de personnes qui gagnaient des médailles. Et on a cru qu'on allait aller aussi loin que ça, et puis finalement non, parce qu'on n'est pas des machines. Déjà à la base, il y a ceux qui sont nés machines et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est vrai que quand ils me rencontrent ou parfois ils m'envoient des messages, ils me disent en fait toi tu touches un peu à tout, c'est pas une discipline pour arriver à des médailles et ça nous donne plus d'espoir que celui qui a gagné une médaille. Voilà, je sais pas si j'arrive à l'expliquer correctement. En fait, ce que tu veux dire, c'est que on n'est pas obligé de gagner des médailles pour faire des choses. Voilà, mais je suis plus, la personne de la vie de tous les jours que le grand sportif qui gagne des médailles, qui lui, moi je ne suis pas ça. Mais pour la personne comme toi et moi, voilà, on s'identifie mieux à une personne qui fait des choses, qui arrive à quelque chose sans aller aux Jeux Olympiques, voilà, par exemple. Voilà. Okay. Ceci dit, j'ai envoyé quand même ma candidature à la relève, voilà, pour les Jeux de 2024. Alors on verra bien ce qui se passe. Pour faire du paddle? Non, j'espère pour faire du tennis, mais bon. Dans 4 ans, j'aurai 60 ans. Alors, je crois que j'ai pas de chance, mais bon, pour l'instant, on m'a pas dit oui, on m'a pas dit non, donc j'espère. Voilà, en tout cas, tiens-nous au courant. Voilà, si j'ai mon rendez-vous sur Paris le 28 novembre, je te tiendrai au courant. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Il faut foncer. Il faut foncer, peu importe l'handicap, peu importe ce qu'on peut faire, parce que chaque handicap est différent. Il faut foncer à notre niveau. C'est important. Ça nous met un sourire du matin au soir le lendemain. Moi, je sais que la première chose que j'ai fait le lendemain, j'avais un énorme sourire toute la journée parce que je me suis dit, finalement, je peux quand même faire des choses. Et puis voilà, rester sur un canapé, rester enfermé, ça vaut vraiment pas le coup. La vie, elle est belle, même s'il y a des contraintes. Même s'il y a des douleurs, parce que c'est pas j'ai pas eu une amputation et on m'a pas dit c'est fini, tes douleurs sont finies. Non, ça continue et ça continuera, et bien sûr en prenant de l'âge, on va dire que je démarre mal ma vieillesse, on va dire. Parce que je démarre avec déjà quelque chose qui est quand même pas anodin. Bien sûr. Mais bon, je pourrais quand même dire j'ai beaucoup profité parce qu'il faut toujours regarder en arrière aussi. Il faut avancer tout en regardant en arrière, parce que voir justement d'où on est venu, ce qu'on a réussi à faire. Ce qu'on n'a pas réussi, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut, si on veut vraiment les réussir, on peut y travailler et y arriver. Et peut-être c'est des trucs finalement qui étaient pas importants, donc on les laisse là où elles étaient. Et puis juste continuer et faire au mieux, voilà, et se faire plaisir. Ok, écoute, merci beaucoup Valérie pour ton témoignage. Je te remercie. Bonne continuation, et puis tiens-nous au courant si tu participes au jeu. Il n'y a pas de souci, ça sera fait. Merci bien. Merci à toi.